Bonjour ou bonsoir, mon nom est Khalil Mamouni. Le but de cette capsule est d'introduire le diagramme de cas d'utilisation et de vous expliquer avec un exemple concret et pas à pas comment créer un diagramme clair et concis. Dans cette présentation, nous allons définir le diagramme de cas d'utilisation et de ses composantes conformément aux spécifications de la version 2.4.1 de la notation UML. Présenter un processus d'affaires de gestion des dossiers d'achat basé sur un cas réel qui nous servira d'étude de cas. Et montrer avec un exemple concret et pas à pas comment concevoir et réaliser un diagramme de cas d'utilisation pour représenter les fonctionnalités d'un système de gestion de l'information. Toutes les définitions concernant les concepts et la notation qui sont présentées ici sont basées sur le document original de la version 2.4.1 tel que publié par l'OMG Object Management Group que l'on peut télécharger à l'adresse suivante. Dans la version 2.4.1 de la notation UML, 14 diagrammes ont été standardisés. 7 sont regroupés dans la catégorie des diagrammes de structure et 7 dans la catégorie des diagrammes de comportement. Le diagramme de cas d'utilisation fait partie des 7 diagrammes de comportement. Les cas d'utilisation servent à spécifier les fonctionnalités d'un système. Ils servent typiquement dans la cueillette des exigences d'un système. Ils définissent ce que le système est supposé faire. Les concepts clés qui sont associés aux cas d'utilisation sont les acteurs, les cas d'utilisation et le sujet. Le sujet est le système qui fait l'objet de l'étude. Le diagramme de cas d'utilisation est la représentation qui visualise tous ces concepts. Un acteur peut être une personne, un groupe de personnes, une organisation ou un autre système externe qui interagit avec le sujet, c'est-à-dire le système qui fait l'objet de l'étude. La représentation graphique de l'acteur peut être remplacée par une représentation plus significative visuellement. Il faut tout simplement faire attention de ne pas surcharger le diagramme. Le cas d'utilisation doit par contre rester dans sa forme ovale. Dans un diagramme de cas d'utilisation, on retrouve différents types de relations entre les éléments. Le type de relation le plus commun entre un acteur et un cas d'utilisation est l'association. Le type de relation le plus commun entre deux acteurs est la généralisation. Les deux types de relations les plus communs entre deux cas d'utilisation sont l'inclusion, include, et extension, extend. Pour créer un diagramme de cas d'utilisation, je propose une démarche en 4 étapes. Première étape, définir et ajouter le sujet. Deuxième étape, identifier et ajouter les acteurs. Troisième étape, identifier et ajouter les cas d'utilisation. Et la quatrième étape, créer les relations entre les différents éléments. Pour la suite, je vais appliquer ces 4 étapes pas à pas pour créer un diagramme de cas d'utilisation. Je vais utiliser un exemple concret. Le diagramme va représenter les principales fonctionnalités du système de gestion des dossiers d'achat de produits et services de l'entreprise que l'on nommera entreprise XYZ. Le nom de l'entreprise est fictif, mais l'entreprise est réelle et elle est localisée au Québec. Il s'agit bien d'un cas réel. Il est dérivé d'une étude, analyse d'affaires et architecture de solutions que j'ai réalisée dans un de mes mandats. J'utilise de façon intensive ce texte pour expliquer la démarche de création du diagramme de cas d'utilisation. Pour vous faciliter la compréhension des explications que je vais apporter jusqu'à la fin de la présentation, je vous recommande de le télécharger. Le document dans le format PDF se trouve à l'adresse suivante. Nous allons commencer par la première étape, c'est-à-dire définir le sujet et l'ajouter au diagramme. La première étape dans la création du diagramme de cas d'utilisation
consiste à ajouter le sujet. Rappelons que le sujet représente le nom du système qui fait l'objet de l'étude. Dans notre étude de cas, nous allons définir le sujet et l'ajouter au diagramme. Dans ce cas, le nom doit représenter le nom du système que l'entreprise XYZ veut acquérir ou mettre en œuvre. Bien que le nom soit défini arbitrairement par le modélisateur, il doit cependant être court et significatif. Ainsi, on peut résumer la longue expression solution logicielle qui lui permettrait de gérer électroniquement l'ensemble de la documentation générée par les différentes activités de son processus d'achat par une expression plus courte et significative qui est système de gestion des dossiers d'achat. On peut aussi ajouter l'abréviation SGDA. Maintenant, nous allons réaliser la deuxième étape, c'est-à-dire identifier les acteurs et les ajouter au diagramme. La deuxième étape dans la création du diagramme de cas d'utilisation consiste à ajouter les acteurs. Rappelons qu'un acteur est toute personne, groupe de personnes, organisation ou système externe qui interagit avec le sujet. À partir de la description textuelle du processus d'achat, nous allons repérer tous les acteurs qui interagiraient avec notre sujet, c'est-à-dire avec le système de gestion des dossiers d'achat SGDA. En premier temps, je vais encadrer sur le texte de la description du processus d'achat les noms qui correspondent à ceux d'un acteur. En deuxième temps, j'extrais les noms des acteurs que je mettrai à droite de l'écran. Je me donne deux petites règles. Je n'ajouterai pas deux fois le même nom à la liste et je ne laisserai pas dans la liste deux noms qui sont synonymes. Je choisirai plutôt le nom le plus significatif. Après avoir identifié les acteurs, on les ajoute au diagramme, ce qui donne comme résultat ceci. Maintenant, nous allons réaliser la troisième étape, c'est-à-dire identifier les cas d'utilisation et les ajouter au diagramme. Rappelons que chaque cas d'utilisation représente une fonctionnalité du système, c'est-à-dire du sujet. Pour identifier les cas d'utilisation, je vais procéder comme dans le cas de l'identification des acteurs. Sauf que dans le cas des cas d'utilisation, cela nécessite plus d'analyse. Il faut interpréter le texte, apporter son jugement et reformuler certaines phrases. Ainsi, je propose 5 sous-étapes que je vais réaliser une par une. La première sous-étape, 3.1, mettre en subbrillance dans le texte de la description du processus ce qui s'apparente à des cas d'utilisation. Sous-étape 3.2, extraire ce qui a été mis en subbrillance et le copier dans un tableau. Sous-étape 3.3, reformuler le texte pour mettre en évidence les cas d'utilisation. Sous-étape 3.4, faire des regroupements et simplifier pour éviter de surcharger le diagramme. Enfin, 3.5, ajouter les cas d'utilisation dans le diagramme. Sous-étape 3.1, voici le texte avec ce qui s'apparente à des cas d'utilisation en subbrillance. Sous-étape 3.2, je vais maintenant extraire ce qui a été mis en subbrillance et le copier dans un tableau. Voici le tableau dans lequel j'ai copié les phrases ou des parties de phrases que j'ai mises en subbrillance. Sous-étape 3.3, je vais maintenant reformuler le texte qui se trouve dans la colonne de gauche du tableau et mettre ce qui a été reformulé dans la colonne de droite. Dans la reformulation, je mettrai en évidence les cas d'utilisation.
Veuillez noter que ce tableau se trouve dans le même document que la description du processus d'achat de l'entreprise XYZ et je vous rappelle l'adresse. Voilà, on retrouve dans la colonne de droite une reformulation de la phrase ou une partie de la phrase qui a été mise en subbrillance et que j'ai copiée dans la colonne de gauche. Il est important de constater que la reformulation a été arbitraire. Elle a permis de mettre en évidence les cas d'utilisation ainsi que l'acteur ou les acteurs qui leur sont associés. Pour vous expliquer la logique que j'ai utilisée pour reformuler les phrases, je vais concentrer mon explication uniquement sur la première ligne. Il vous sera plus facile ensuite de comprendre comment j'ai reformulé pour le reste du tableau. On trouve dans la colonne de gauche le texte initial qui a été mis en subbrillance. On lit « Un employé, qui est le requérant, complète et transmet une demande d'achat à un des acheteurs. » Dans la colonne de droite, on retrouve la reformulation. Cela nous donne deux expressions qui se lisent comme suit. Le requérant complète une demande d'achat. On peut remplacer compléter par créer et enregistrer. Et l'autre expression, le requérant transmet une demande d'achat à l'acheteur et on peut remplacer transmettre par imprimer ou envoyer par courriel ou imprimer et remettre en main propre. Ainsi, on peut déduire un cas d'utilisation de l'expression du premier paragraphe et un autre cas d'utilisation du deuxième paragraphe. On peut constater que ces deux cas d'utilisation sont associés à l'acteur requérant. Sous-étape 3.4. Il est à noter que cette étape est très importante. Elle peut nécessiter plusieurs itérations et elle dépend beaucoup du jugement du modélisateur. La façon comment je vais procéder pour nommer les cas d'utilisation et les regrouper n'est pas la seule façon de faire, mais c'est ce que j'utilise personnellement depuis des années. Je vais créer les cas d'utilisation à partir de ce qui a été reformulé et présenté dans la colonne de droite du tableau. Et j'obtiens ceci. On peut regrouper certains cas d'utilisation. La sous-étape 3.4 n'est pas encore complétée. Je vais utiliser les trois cas d'utilisation concernant la demande d'achat pour compléter l'explication et compléter la sous-étape 3.4. Après analyse de ce qui a été décrit et communiqué par le client, nous pouvons ajouter d'autres fonctionnalités qui traiteraient de la demande d'achat. Ceci dit, la description textuelle du processus d'achat n'est pas l'unique source d'information pour identifier les cas d'utilisation. On peut aussi puiser dans nos connaissances et notre expérience, et surtout, de l'expression des besoins par le client qui est considéré comme l'expert du domaine d'affaires concerné. On pourrait regrouper tous ces cas d'utilisation dans un seul qui serait plus global et que l'on appellerait gérer les demandes d'achat. On peut maintenant représenter ce cas d'utilisation comme ceci et faire autant pour les autres cas d'utilisation. Dernière sous-étape 3.5, on ajoute les cas d'utilisation dans le diagramme. On continue avec le diagramme qu'on a créé à l'étape 2 où on a ajouté les acteurs. Ceci complète la troisième étape dans la démarche de création d'un diagramme de cas d'utilisation. Maintenant, nous allons réaliser la quatrième étape. On va définir et ajouter les relations. Je vais décrire les relations à partir de ce qui a été reformulé et présenté dans la colonne de droite du tableau. À partir du texte, nous pouvons déduire
les relations suivantes. Il est à noter que dans un diagramme de haut niveau et global comme celui-ci, il n'est pas pertinent ni nécessaire d'ajouter d'autres détails. Il faut éviter de surcharger le diagramme et le rendre illisible. Avant de continuer, je vais statuer sur le cas des deux acteurs, entreprise et fournisseur, que je n'ai associé à aucun cas d'utilisation, pour la raison que je vais expliquer. En effet, concernant l'acteur entreprise, on pourrait le supprimer parce que dans ce contexte, entreprise peut être synonyme de l'acteur administration. Alors, il est redondant, on le supprime. Dans le cas de l'acteur fournisseur, il est en effet associé à certains cas d'utilisation. Cependant, si on le garde sur ce diagramme et si on ajoute ses relations avec les cas d'utilisation qui lui sont associés, alors on surchargerait le diagramme comme ceci. Alors on le supprime de ce diagramme. Mais on le fera réapparaître dans d'autres diagrammes où ça sera pertinent, comme on le verra plus tard dans cette présentation. Pour finir, je vais présenter le diagramme de cas d'utilisation global ainsi que deux diagrammes de cas d'utilisation qui détaillent respectivement le cas d'utilisation gérer les demandes d'achat et le cas d'utilisation gérer les bons de commande. Je vais utiliser à cette fin l'outil de modélisation UML, le logiciel Enterprise Architect. Vous obtiendrez plus de détails sur l'outil à l'adresse suivante. Là, vous voyez le diagramme de cas d'utilisation qui présente les principales fonctionnalités du système SGDA. Maintenant, je vais afficher le diagramme de cas d'utilisation qui détaille le cas d'utilisation gérer les demandes d'achat. Le cas d'utilisation gérer les demandes d'achat est composé de 9 sous-cas d'utilisation. Sur le diagramme, on trouve les relations de type extend, extension, entre certains sous-cas d'utilisation. Maintenant, je vais afficher le diagramme de cas d'utilisation qui détaille le cas d'utilisation gérer les bons de commande. Le cas d'utilisation gérer les bons de commande est aussi composé de 9 sous-cas d'utilisation. On voit également sur le diagramme des relations de type extend entre certains cas d'utilisation. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que l'acteur fournisseur réapparaît comme je l'ai expliqué précédemment. Je vous rappelle que j'ai supprimé l'acteur fournisseur du diagramme global pour éviter de surcharger le diagramme. Je rappelle aussi que la modélisation consiste à simplifier la réalité. Il faut souvent faire des compromis entre présenter une information moins détaillée mais concise et claire et une information détaillée mais surchargée. Voilà, cela complète les 4 étapes de la démarche de création d'un diagramme de cas d'utilisation. Ceci complète la présentation. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et suggestions. Ici Khalil Mamouni. À la prochaine.